Bonjour à tout le monde et désolé d'avoir donné l'impression qu'on faisait du divertissement. On n'a pas l'impression de faire ça quand on fait nos reportages. En tout cas, ce que je voulais dire sur la guerre, c'est que ce qui est vrai et ce que je trouve très frappant aujourd'hui, c'est que autant on a été habitué aux séries, j'allais dire, autour des crimes, de la police, etc. Autant aujourd'hui, il y a un afflux de séries sur la guerre et sur... il y en a énormément en tournage aujourd'hui, d'après ce que raconte le CIRPA, donc le service de communication de l'armée. Et c'est vrai que les deux choses nous racontent ça. Alors, comment on raconte la guerre dans une série, si j'ai bien compris, c'est toujours des focales, pour moi, extrêmement fermées. C'est-à-dire que j'étais très frappée, par exemple, il y a cette série Sentinelle qui raconte l'opération Barkhane au Mali. Et le réalisateur dit, et je le comprends très bien, hein, là on n'est pas en train de faire la morale ou des choses comme ça, dit voilà, c'est une série qui raconte la guerre en temps de paix. Alors en temps de paix en France, mais pas en temps de paix au Mali. Donc ça vous dit aussi comment on raconte la guerre, quel est le point de vue, et c'est toujours ça, en fait, dans les séries. La chose qui est frappante, c'est que, dans les séries, d'ailleurs dans les récits fictionnés, c'est la guerre, il y a toujours un point de vue, c'est toujours celui qui raconte. Et donc, c'est sûr que la plupart des séries, en particulier les séries sur l'Irak, mais c'est pareil pour le journaliste. Il y a toujours un point de vue aussi. Souvent que le journaliste adopte, ou il y a la possibilité d'avoir un récit qui est moins unilatéral pour vous. C'est-à-dire que nous, on le pondère. C'est-à-dire que c'est. Mais la guerre en Irak, par exemple, qui est dans deux séries, elle est racontée à travers les soldats. Donc dans l'une des soldats français, dans l'autre des soldats irakiens. Et c'est sûr que quand on prend les soldats morts en Irak pendant toutes ces années américains, il y en a 4500. Si on parle des civils irakiens, il y en a 1 million. Donc c'est sûr que raconter la saga des soldats irakiens raconte une partie de la guerre, mais ne raconte pas la guerre dans sa pluralité, si j'ose dire. Allez, on va commencer en images. Vous avez évoqué l'Irak, Florence Aubenas, voir comment les séries représentent la guerre. On commence avec des images de Generation Kill. C'est une série dont on avait envie de vous parler là parce qu'elle a été diffusée en 2008 et on est exactement aujourd'hui 20 ans, jour pour jour, après le début de l'intervention américaine de la coalition en Irak. Cette série, elle nous fait plonger au cœur de cette guerre, mais du côté des Marines, dans le 1er bataillon de reconnaissance américain. C'est une adaptation d'un livre d'un journaliste du magazine Rolling Stone qui était embedded, comme on dit, c'est-à-dire embarqué avec l'armée américaine, avec ce bataillon. Les hommes, vous allez voir dans cet extrait, ils attendent le déclenchement des hostilités, ils les attendent presque impatiemment, hein. Ils ont un esprit assez belliqueux, ils sont mi-warrior, mi-cowboy, et ils se chauffent mentalement, ils s'échauffent aussi physiquement. Ils sont en gros sur les starting blocks pour partir au combat, un combat qui n'arrivera peut-être jamais. Extrait de Generation Kill. Marines! Kill on 3! 1, 2, 3! Kill! Time won't save our souls. Time won't save our souls. Waking up a park. People forget it, right? It's a rocket. There it is. Well, everything's going down. Hey! Assalamu alaikum, ladies. Yes, we are the conquering heroes.
C'est une bande-annonce, je vous ai pas dit l'essentiel quand même, c'est une série de 2008, celle de David Simon qui était le showrunner, aussi celui de The Wire qui était avec dans la démarche de la police de Baltimore. Donc là on retrouve aussi cette idée de regard presque anthropologique sur l'armée avec ces soldats américains. Qu'est-ce qui vous frappe, Pierre Aski, tout de suite quand vous voyez ces images? Alors, deux choses. La première, c'est l'absence de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est des petites ombres furtives et on ne se concentre que sur, évidemment, le soldat américain dans sa naïveté, d'une certaine manière. On chante en allant à la guerre alors qu'on va dans des situations qui vont être abominables, mais on ne sait pas contre qui on se bat. Et c'est un peu la grande différence entre des guerres comme celle-ci et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec des lignes de front clairement identifiées et un ennemi qu'on connaît presque intimement. Et là, ces jeunes soldats américains ne savent pas contre qui ils se battent, ils ne les ont jamais croisés dans leur vie, ils ne savaient même pas qu'ils existaient avant de quitter les États-Unis, et en gros, ils partent dans une aventure dont ils ne se posent même pas la question de la rationalité ou de la légitimité. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que on l'avait déjà dans les films sur la guerre du Vietnam il y a 30 ans, 40 ans, on le retrouve aujourd'hui dans les séries, c'est cette capacité qu'a le monde occidental, les États-Unis en particulier, puisque c'est quand même le centre à la fois des guerres et de la production audiovisuelle, de montrer y compris ce qu'on fait mal, ce qu'on fait de mal. Là, en l'occurrence, c'est la guerre la plus... c'est bien de commencer par celle-là, parce qu'elle est basée sur un mensonge. Elle a fait, comme l'a dit Florence, un nombre disproportionné de victimes entre les soldats et les civils. Et donc, c'était pareil avec la guerre du Vietnam. On avait cette capacité des cinéastes et d'Hollywood à l'époque de montrer la guerre avec un sens d'autodérision et d'autocritique qui fait finalement le soft power occidental. C'est cette capacité à prendre de la distance avec ses propres actes. Et quand vous regardez ce qui est fait de l'autre côté, donc du côté de l'ennemi entre guillemets, vous avez soit de la propagande brute, Daesh par exemple dans le cas de l'Irak, qui met en scène les décapitations, les horreurs, etc., ou des films premier degré sur la guerre, et vous avez rarement, mais en tout cas pas à ma connaissance, de films qui arrivent à parler de leur engagement avec cette distance critique que vous retrouvez dans la production occidentale. Et c'est une force qui donne à ce message, évidemment, le côté presque inattaquable, parce que vous ne pouvez pas dire c'est de la propagande, puisqu'on critique l'armée américaine, on critique l'armée française, on montre ses côtés caricaturaux et parfois bêtes. Et on voit ce décalage. C'est d'un côté, il se prépare à la guerre, presque, oui, sportivement en fait. Il y a cet entraînement qui est intensif, et en même temps, on a l'impression qu'ils vont jamais la trouver la guerre, ou alors un tout petit peu à travers la fenêtre. C'est comme si la guerre était déjà passée par là. Ils voient des morts, ils voient des corps, ils voient des voitures explosées, mais ils restent enfermés dans leur pick-up et ils avancent vers une guerre qu'ils ne trouvent pas. C'est intéressant. Dans la série Florence Obna, il y en a un qui dit l'Afghanistan, ça c'était une guerre. Comment représenter une guerre qui est presque une non-guerre, ou une guerre compliquée, oui, difficile à représenter, même pour eux, dans leur imaginaire? Mais ça colle pas. C'est-à-dire que la chose qui est particulière, jusqu'à la guerre d'Ukraine, en tout cas, ce qui était très particulier dans toutes ces guerres, après l'ex-Yougoslavie, mais celles Irak, Afghanistan, Syrie, c'est la position occidentale était de dire, écoutez, on va faire la guerre, mais c'est loin de chez vous, donc on ne va pas mobiliser des soldats qui ne veulent pas y aller, donc c'est des troupes professionnelles, dans tous les Américains, etc., tous. Et la dernière chose, c'est on a inventé la guerre, 0 mort. Alors 0 mort soldat, on l'a dit, mais avec des frappes chirurgicales, c'est pas si grave, attention, etc. Chose qui est, bien sûr, si le soft power est là et si l'emballage est là, c'est bien celui-là, puisque on a parlé des morts civiles. Donc cette guerre, ce que représentent les séries, c'est ce discours-là.
C'est-à-dire, la guerre, bon, elle est là, mais il y a un mort, mais on l'a pas vu vraiment mourir, mais on a frappé là, mais c'est pas... Donc, c'est une guerre dématérialisée, si j'ose dire. En tout cas, c'est ce qu'on nous vendait. C'est la guerre, c'est ça, les frappes, les choses comme ça. Et ça, c'est propre à ces guerres post-11 septembre, pour aller vite. Et qui reposait là-dessus, qui reposait sur, ouais, on y va, mais vous inquiétez pas, ça va pas vous changer votre quotidien à vous autres occidentaux. Et d'ailleurs, on va pas faire trop de mal aux civils, on va faire attention. Donc, pour moi, ces guerres-là, et dans ce que vous dites, Olivia, c'est cette mise on fait la guerre, mais avec une mise à distance de la guerre. Et d'ailleurs, on vous la montre pas tout à fait. Et c'est ça, pour moi, la particularité de ces guerres dématérialisées. Et l'autre chose, c'est depuis la guerre du Vietnam, et ça, c'est les États-Unis dans la représentation qu'ils en ont eue, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Pieraski, c'est le fait que nos guerres... la Première Guerre mondiale, la Seconde, transformait le pari français, en tout cas ce qu'on vendait aux jeunes gens qu'on mobilisait, c'était ok, vous êtes Monsieur Dupont, vous allez à la guerre, mais vous allez revenir, vous allez être un héros, y compris sur le monument aux morts, y compris, ça y est, la patrie va vous rendre hommage, vous avez fait ça pour elle, etc. Et la guerre avait cette particularité de transformer un monsieur lambda en un héros de guerre, voilà. Et en fait, la guerre du Vietnam, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré qu'on transforme, la guerre ne transforme pas en héros, elle transforme en monstre. C'est ce que montrent les films de Coppola. C'est des gens qui se... il y a toujours une petite phase où on se drogue, l'autre petite phase où on commet des exactions. Il y a des échos de cette époque dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce qu'on a vu. Et c'est ça la lecture de ce que tu disais, on critique y compris nos défauts, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Ok, vous allez à la guerre, mais elle ne va pas vous transformer en héros. Là encore, je mets l'Ukraine en dehors de ce débat-là. Mais elle va vous transformer en monstre. Mais vous étiez, vous, en Irak, en 2003 ? Ah oui. Au moment de la guerre du Golfe ? Oui. Et ça ressemblait pas du tout à ce que vous venez de voir ? Ou un peu quand même ? Non, ça ressemble pas à ça, parce que c'est d'abord l'entrée en... alors il y a eu des batailles mémorables, hein, il y a eu les batailles de Fallujah, donc il y a eu des vraies batailles armées avec on veut prendre une ville, etc. Mais la vie quotidienne des armées et de ça, vous savez, on a de multiples fois décrit Bagdad, il y avait la Green Zone, donc il y avait une zone protégée dans laquelle étaient le gouvernement irakien, les officiels américains, la majorité des soldats, etc. Et quelques zones de combat qui étaient celles où les anciens partenaires de Saddam ont commencé à prendre les armes, qui étaient Fallujah. Les zones, j'aime pas beaucoup le terme tribal, mais enfin en tout cas ça permet de bien faire comprendre, où ils s'étaient réfugiés, la ville de naissance de Saddam. Donc il y avait quelques points, mais là évidemment dans les séries et les représentations, on a toujours l'impression qu'un pays entier est en guerre et qu'on se promène sur une route et que partout on va voir des cadavres, etc. Ça n'était pas le cas en Irak de façon en se promenant. C'est-à-dire que vous alliez à Bagdad ou dans d'autres villes, la vie était entre guillemets normale. Alors l'ensemble du pays n'était pas en guerre, l'ensemble du pays était en état de guerre face à ce que la plupart des Irakiens montrait comme une occupation américaine. La lecture irakienne, c'est celle-là. C'est pas, au début, on nous délivre de Saddam, et les gens disaient dans la rue, ça va être formidable, on va devenir Hollywood. Donc ils pensaient qu'il allait avoir l'ouverture de McDo immédiatement, enfin ce genre de choses. Et pour eux, l'Amérique étant l'ennemi terrible, l'ennemi contre lequel des générations de jeunes Irakiens avaient été élevés, ouvrir la porte et ne pas combattre, les laisser rentrer dans Bagdad, était un renoncement terrible pour eux. C'est-à-dire, c'est laisser rentrer son ennemi connu sans coup férir. Et petit à petit, une opposition a monté et finalement la présence américaine a été vue comme une occupation et non pas comme une délivrance. Mais donc l'ensemble du pays était en état de guerre, mais pas en guerre ainsi qu'on l'a vu. Oui. L'autre chose qui est frappante quand on voit cette série, mais aussi les autres dont nous allons parler, à l'exception de Fauda, qui a un statut à part dans celle dont on va parler, puisqu'elle est produite
par des anciens soldats israéliens à propos d'une situation qui n'a pas changé et qui continue aujourd'hui de manière même un peu plus exacerbée encore. Mais si on prend les autres, on parle et c'est intéressant pour moi qui regarde les évolutions géopolitiques, on parle d'une période qui est quasiment révolue. C'est-à-dire que ce type de guerre que nous voyons dans les séries qui sont aujourd'hui sur nos écrans ne se reproduira plus. Barkhane est terminé. On a annoncé voilà, la réduction des effectifs français en Afrique, et je prends le pari que dans les prochaines années, il n'y aura pas d'intervention militaire type Barkhane en Afrique. L'Afrique n'accepte plus ce type d'intervention. On sait qu'elles ne sont pas efficaces concrètement, et la France elle-même n'est plus prête à le faire. Les Américains, ils se sont débarrassés des deux guerres, Afghanistan et Irak, et on voit bien leur prudence à ne pas mettre d'hommes sur le terrain en Ukraine. Ils ne veulent plus mener ce type de guerre absolument épuisante financièrement, moralement, politiquement, pour des résultats qui dans les deux cas ont été désastreux. Celui de l'Afghanistan, on l'a vu en 2021 à la chute de Kaboul, et en Irak où aujourd'hui la situation n'a pas tourné comme il l'espérait. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment ces films aujourd'hui, ces séries aujourd'hui, mais comme les films sur le Vietnam il y a 40 ans, montrent une époque. Mais cette époque est terminée. Et c'est incroyable de regarder ces séries en disant on a vécu ça, le monde a vécu ça, les Américains ont fait ça, les Français ont fait ça, parce que ça va devenir de plus en plus des souvenirs historiques. Et la guerre d'Ukraine, Florence en parlera mieux que moi, mais c'est trop tôt pour l'instant, c'est un autre monde. Pour avoir, c'est un autre monde. La guerre d'Ukraine, elle est plus proche de À l'Ouest rien de nouveau, qui est un film sur Netflix et qui parle de la Première Guerre mondiale que de Generation Kill, en termes de quotidien de la guerre, en termes de mobilisation de toute une nation dans une guerre, etc. On n'est pas du tout dans le même registre. Or, c'est cette guerre aujourd'hui qui est dans nos têtes et dans nos esprits, et pas celles-ci qui sont celles d'un passé très récent, mais qui est, je pense, dans une certaine manière révolue. Mais la guerre en Ukraine, elle est en train de s'écrire et on ne connaît pas la fin. Et il y a peut-être des projets de films ou de séries. Il y a une série qui est en train d'être tournée, j'ai vu ça en Ukraine, par des Ukrainiens. Et c'est intéressant que ce soit les Ukrainiens eux-mêmes qui le fassent. Et là, on y reviendra sur la question du point de vue. Mais je reste sur ce que vous disiez. On va regarder un deuxième extrait sur ces guerres du passé, telles que vous le dites, hein, qui finalement font l'histoire déjà, ou en tout cas nous la raconte rétrospectivement. On va regarder un extrait des Sentinelles. Alors après une série américaine HBO Generation Kill qui était de 2008. Les Sentinelles, c'est très récent, 2022, diffusé sur OCS. Et c'est une série qui a été imaginée par Thibaut Valtou et Frédéric Krivine. C'est la première série sur la guerre au Mali qui retrace vraiment le fil de cette opération Barkhane contre le terrorisme. Ça a été plutôt un échec, et on le voit dans la série, suivi du retrait de la France au Mali. Et cette fois, on est embarqué non pas avec des soldats américains, mais avec une journaliste française au sein du 22e régiment d'infanterie basé dans la région de Mopti. On regarde un extrait des Sentinelles. Qu'est-ce que tu foutais? T'es chef de groupe, bon sang, Mendy. À vos ordres. On a la journaliste aujourd'hui. On fait du zèle. On est content. On a confiance. Vive la France! Vive la France, Prête pour votre première sortie? Impatiente. C'est une opération de contact avec la population. Donnez confiance aux gens, c'est pour ça qu'on est là. Ça doit pas être évident de donner confiance à partir d'un blindé. Vous allez voir, ça se passe très bien. Je vous demanderai de mettre votre casque. Mopti, sergent? Des photos pour la galerie. On va faire notre métier. Et d'obéir aux ordres et donner une bonne image de l'armée française. Vaste programme.
mission principale, c'est de contenir puis de neutraliser les groupes armés terroristes. Et ça marche? On les contient, mais pour l'instant, on les neutralise pas. Et les contenir, ça veut dire quoi exactement? Verdis, ici Gecko. Gecko, ici Verdis. On a un souci avec Moussa. Il n'est pas venu au rendez-vous. Il est peut-être malade. Négatif, il aurait prévenu. Je crains qu'il ait été repéré. Vous envoyez une reco à Makou. J'ai pas vraiment les mains libres, mon capitaine. Splittez, rendez-moi compte au plus vite. Terminé. Il y a un problème? Exercice de routine. Vers 12, ici vers 10. Allez, vers 10. Vous faites un crochet par Makou, vous passez chez Moussa qui nous fait un no-show. 10 reçu. Vers 13, vous restez avec nous. Bien pris, vers 10. Voilà, extrait des Sentinelles, une série française. Il y a plein de questions à poser à partir de cet extrait, mais peut-être une pour vous d'abord, Florence. Est-ce qu'elle pose les bonnes questions, la journaliste? C'est-à-dire, je ne sais pas si elle obtient les bonnes réponses, mais est-ce qu'elle pose les bonnes questions? Je ne sais pas s'il y a des bonnes et des mauvaises questions, mais en tout cas, la façon dont c'est présenté, c'est-à-dire cette façon d'être embedded dont vous parliez, donc c'est-à-dire se mettre avec le casque, avoir l'air d'un militaire français. Et sous la protection de l'armée aussi, dans une démarche journalistique. Ouais. Ce que vous n'avez jamais accepté. Jamais si, je l'ai fait une fois en Afghanistan avec l'armée française. Mais je n'aime pas du tout faire ça parce que je trouve que c'est très... la difficulté qu'a la presse à faire comprendre son travail, je pense que c'est aujourd'hui un des très gros problèmes de fait de mettre un casque, un uniforme ou quelque chose qui y ressemble, de se promener avec l'armée, une armée française, américaine ou peu importe laquelle, et après de retirer son casque et d'aller dire en fait j'étais journaliste et je vais vous interviewer, mais c'était pas vrai que j'étais militaire. Je pense qu'il y a un glissement des rôles qui est très préjudiciable. Ça c'est mon avis, mais donc j'évite de le faire en effet. Là, la façon dont c'est présenté, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, alors je ne sais pas combien reste cette journaliste avec les militaires, l'intérêt est de rester longtemps. C'est-à-dire c'est comme tout ce qui est un peu immersif, donc embedded. L'intérêt, c'est de rester 15 jours, 3 semaines, c'est-à-dire de traverser le miroir, en fait. Parce que, et là, c'est comme si elle posait des questions à un général dans une radio ou un truc. Elle lui pose des questions, j'allais dire, qui ne sont pas celles de terrain, qui sont des questions... Voilà, qu'on poserait à l'état-major, pas à quelqu'un de terrain. Sur le terrain, le grand intérêt est de ne pas poser de questions. C'est-à-dire, c'est de voir les gens bouger, faire leurs choses et de le comprendre à travers ça. Et seulement à la fin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je fais, poser des questions. Parce que là, tout de suite, elle s'adresse à elle comme si c'était une ministre de la Défense, alors que... Non, mais lui demander, alors ça marche, de contenir... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde, la fille l'intérêt d'être en immersion, c'est de le voir et pas de le demander. Donc, ça me semble un peu décalé par rapport au type de travail qu'on peut faire de terrain. Alors après, il est beaucoup évoqué dans la série, et elle reste sur le long terme, cette question de la parole de l'armée. La grande muette, il y a des scènes où des échanges où justement on voit que face à la journaliste, le colonel, le lieutenant ne peuvent pas répondre ou rien répondre. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, Pierre? Est-ce qu'il y a une représentation de la guerre dans cette série Les Sentinelles ou une représentation de l'armée? C'est peut-être pas tout à fait la même chose, c'est pas le même objectif. Oui, tout à fait. De toute façon, enfin, c'est ce qu'on se disait depuis le début, c'est que c'est une représentation de l'armée dans un contexte qui est peu présent. Parce que, pareil, dans l'extrait qu'on a vu, on n'a pas vu un Africain et on ne verra jamais un ennemi, entre guillemets, puisque c'est une des difficultés qu'ont ces armées et ces opérations, c'est qu'on ne sait pas qui est l'ennemi. Vous avez, et ça c'est tous les soldats le racontent, ils ont eu affaire un jour ou l'autre à ce genre de situation. Vous avez un gamin qui arrive avec un âne et qui est à 300 mètres. Est-ce qu'il porte une bombe dans les sacs qui sont posés sur l'âne, ou est-ce qu'il est simplement en train de ramener l'âne à la maison? Et donc vous êtes là à transpirer, à vous demander si ce gamin va vous tuer ou si il faut que vous le tuiez avant qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est une des situations de la série où il y a une bavure de ce type, où on tue quelqu'un parce qu'on a peur
qu'il soit un ennemi, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, tout est vu du point de vue du soldat. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je disais au début sur cette prise de distance, toutes les réflexions des soldats dans cet extrait sur « Vive la France », il faut qu'on donne une bonne image, etc., montrent que les soldats sont conscients qu'ils sont dans une position de malaise, qu'ils ne savent pas véritablement comment incarner les valeurs, puisque c'est le mot qu'on ressort tout le temps, qui sont censés apporter et développer dans ce contexte. Et donc ces séries, elles sont aussi... et c'est pour ça que par rapport à ce que disaient les manifestants tout à l'heure, on ne se pose pas de questions, etc. On peut dire que d'une certaine manière, elles nous aident à nous poser des questions. Elles ne les posent pas directement parce que ce sont des séries, ce ne sont pas des exposés du Collège de France, mais elles nous font nous poser des questions. Qu'est-ce que cette armée fait au Mali? Qu'est-ce qu'elle apporte réellement à la population malienne, et qu'est-ce qu'elle apporte réellement par rapport à l'objectif qui nous est expliqué ici, que c'est pour combattre les terroristes et sécuriser la France après les attentats de 2015, etc. Et c'est très juste, et ils se posent, ces soldats, les mêmes questions, en fait. Et ce que la série raconte bien, Les Sentinelles, c'est aussi cette perte de sens progressive, cette absence de réponse qu'ils trouvent, et peut-être l'absence aussi de grands récits mobilisateurs aujourd'hui autour de la guerre. Pourquoi faire cette guerre? Pourquoi être là, en fait? Certainement, il n'y a pas un grand, en tout cas au Mali, un grand récit mobilisateur qui va dire on est là pour telle et telle raison, etc. Mais en revanche, et c'est quand on parle d'armée professionnelle, là on est au cœur des choses. D'ailleurs, ce type de réflexion, on ne les entendrait pas, vive la France, ou des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais entendu dire ça, ou vive les États-Unis, peu importe quel pays. Mais les soldats sont professionnels. Donc, ils sont... je dis pas mécontents de partir, mais c'est leur métier. Ils ont fait des entraînements. Il y a affreusement une envie de mettre en pratique aussi. On l'a vu avec l'Irak, c'est-à-dire ils attendent. On leur a dit vous allez y aller. Il y a un turnover. Moi j'avais embarqué justement pour l'Afghanistan avec des soldats dans le même avion, etc. Et il y avait ce mélange de on va enfin savoir ce que c'est-à-dire que c'est des soldats professionnels de pays en paix sur leur territoire, la France ou les États-Unis, et tout à coup, eux ont fait des entraînements à n'en plus finir, et tout à coup on leur dit ça y est, c'est votre tour, allez-y. Et donc il y a ce mélange très, très étonnant où en effet il n'y a pas un grand récit où on va leur dire allez-y, vous êtes du côté du bien et vous allez combattre le mal, ou en tout cas ils n'y croient pas aussi de façon, une adhésion aussi forte, mais il y a une envie horriblement professionnelle, ça c'est vrai. Oui, et de donner un sens à leur engagement quand même. Oui. Non, c'est pas ce qu'on entend dans le... C'est-à-dire qu'on est dans le technique, on n'est pas dans le... on n'est pas en 14 ou on n'est pas en 40. On est dans une armée professionnelle qui a signé pour aller se battre et qui va parler de quel type d'arme elle a. Ils ont tous acheté des chaussures parce que celles de l'armée française ne sont pas terribles, des lampes de poche, des gourdes comme ci. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas du sens de la mission. Et en même temps, rien que dans ces 2 minutes qu'on a passées, on comprend les raisons de l'échec de Barkhane. Barkhane est aujourd'hui terminé, l'armée française a quitté le Mali, et un des reproches qui était fait par la population, c'était « mais vous arrivez avec des moyens absolument considérables, des véhicules blindés qui résistent à ça, des hélicoptères qui vous transportent vos trucs, des convois, la logistique de cette armée est absolument phénoménale. Quand vous savez qu'un soldat français au Mali doit boire, je ne sais plus, 9 litres d'eau par jour, c'est obligé, autrement il se déshydrate, et que vous multipliez par 3000 soldats, et que vous imaginez ce que ça représente d'amener 3000 fois 9 litres par jour de France en bouteilles d'évian, amené à Mopti ou à Gao dans l'extrême nord du Mali, voilà, il y a une logistique énorme, et les Maliens disent mais vous avez les plus gros moyens de la planète, ils n'avaient pas vu Generation Kill, et vous n'arrivez pas et la guerre ne fait qu'empirer.
Parce qu'évidemment, c'est une guerre asymétrique dans laquelle l'adversaire n'a pas ce type de moyens, mais il a une agilité, il passe avec des mobylettes et pas avec des blindés. Il n'a pas d'hélicoptère, mais il a une connaissance de chaque dune du désert, etc., etc. Et qu'on parle d'un territoire qui fait 4 fois la France, si on élargit aux autres pays du Sahel. Et donc, c'est une guerre ingagnable et on le comprend dans ces 2 minutes de quelques bribes de cette mission. Alors la réplique phare de la série, c'est qu'est-ce qu'on fout ici? Ce qui vient à peu près de résumer ce que vous venez d'évoquer tous les deux, Florence Aubenas et Pierre Aski. Il y en a une autre que j'ai trouvée intéressante, c'est l'un de ces soldats français qui dit « on ne va pas griller ici comme Jeanne d'Arc ». Et alors vous reveniez sur le sens ou la professionnalisation de ces armées, mais la question de la mort, elle est quand même présente, on le voyait avec Generation Kill, on le voit aussi là dans cet extrait des Sentinelles. Elle reste extérieure, mais à quel prix? À quel prix et pourquoi est-on prêt à mourir aujourd'hui? Jeanne d'Arc, elle savait pourquoi elle a fini au bûcher, a priori. Mais là, cette idée de ne pas savoir et de risquer sa peau, mais pourquoi, en fait? Alors, c'était très impressionnant et je pense que c'est dans la logique de ce qu'on disait des guerres chirurgicales et du fait qu'un soldat ne doit pas mourir sur le champ de bataille, qu'à la limite, il y a 1 million de morts irakiens, allez, après tout, c'est chez eux. Je dis ça avec ironie, hein. Mais nous, nos soldats, oh là là, attention, il faut faut bien les protéger, les mettre dans des blindés, etc. Et c'était à tel point, vous vous souvenez, quand Nicolas Sarkozy la France a rejoint l'OTAN au moment de la présidence de Nicolas Sarkozy, et donc on a réenvoyé des troupes en Afghanistan. Et donc il y a eu une embuscade qui s'appelle l'embuscade d'Ouzbine et qui était un des chocs dans l'armée française où une 12aine de soldats sont morts dans une embuscade. Et alors, de façon extrêmement intéressante, je suis allée voir les familles de ces soldats. Je suis allée en Afghanistan voir, c'est dans ce cadre-là que j'étais allée embedded. Et je suis allée voir les familles. Alors donc les familles me disaient, oui, alors mon fils, il est devenu soldat, il a hésité, il pensait pompier, puis il se disait, non, pompier, c'est pas bien, peut-être à l'armée, c'est plus... il y a plus de mouvements, ça va lui plaire davantage, etc. Il a pensé gendarme aussi, donc tous ces métiers étaient interchangeables. La guerre avait finalement, la guerre du feu, oh oui, c'est un peu pareil, la guerre contre les... Tout ça était du même ordre, en tout cas dans leur tête. Et quand ces soldats sont morts, les familles se sont portées partie civile contre l'armée française, en disant « Ah mais c'est pas normal qu'on meure au combat ». Alors, là, on arrive à ce summum de guerre sans mort, en tout cas sans mort militaire, de guerre chirurgicale, en tout cas qui est cette période révolue, hein, comme le disait Pierre, mais qui était celle-là, c'est-à-dire on y va, on essaie de pacifier, ça marche pas très bien, mais on va rentrer de toute façon et d'autres vont venir, mais la mort ne rentre pas en ligne de compte. Et donc ils ont intenté un procès dont ils ont été bien évidemment déboutés, puisque quand même quand on est militaire... c'est ce qu'on appelle les risques du métier. Et donc mais c'était très intéressant comme mutation de ce qu'est être un soldat. C'est-à-dire, on est professionnel, mais c'est pas pour ça qu'on meurt. Alors il faut dire que cette série, pour les Sentinelles comme pour Cœur Noir, on va en regarder tout de suite un extrait, l'armée a coaché les comédiens, elle a documenté les scénaristes, le ministère a aussi mis la main au portefeuille pour ces séries. Ça veut dire ce que ça veut dire, pas forcément non plus qu'il y avait après coup sur les scénarios de droit de regard, mais en tout cas que l'armée a été mise à contribution et les scénaristes ont fait appel aussi à l'armée pour raconter au plus juste, avec ce souci de réalisme, comment ça s'était passé. Je vous propose tout de suite un extrait de Cœur Noir, c'est une autre série française, elle est à voir actuellement sur Prime Video, et dans cette série de Corinne Garfin et de Duong Dong Tai, deux co-scénaristes du Bureau des légendes, qui a été réalisé par Ziad Doueri. Vous le connaissez sûrement, il était aux commandes à la réalisation de Baron Noir. Cette série, elle se passe en 2016, donc il y a 7 ans, près de Mossoul, au moment où la ville est aux mains de Daesh. Et le téléspectateur est embarqué, cette fois avec une unité, un commando des forces spéciales françaises, qui va traquer les combattants français qui sont partis, qui sont de l'OI, qui sont partis en Syrie ou en Irak. Ils vont essayer d'exfiltrer la fille
d'un des émissaires de Daesh en France, et on est 1 an après les attentats commis en France. Il faut imaginer cette traque hors de nos frontières des cellules terroristes. Ils vont essayer de choper la fille parce qu'ils ont déjà l'émissaire, ils ont l'émir, et pour qu'il parle, il veut que sa fille soit mise en sécurité. Extrait de Cœur Noir. Listen to me. It's not your fucking war. Get back in your car, okay? Hamdani, please. Vous faites comme Daesh, vous n'êtes pas mieux qu'eux, vous nous traitez comme des chiens. Cet échange est assez intéressant parce que logiquement dans une guerre on se dit qu'il y a les gentils et les méchants. Là les Français c'est les gentils qui vont traquer les méchants. Or cette femme renvoie à cet homme, à ce soldat français, une toute autre image. Hein. Je trouve que ce passage est formidable parce qu'il montre toute la contradiction dans laquelle on s'est empêtré pendant 20 ans. À travers toutes ces guerres, et dont on ne sort pas indemne. Et ces hommes, on le voit, ne vont pas sortir indemnes de cette situation. La phrase clé, c'est juste avant, le soldat irakien qui dit au commando français c'est pas notre guerre. C'est pas votre guerre. C'est pas votre ouais. putain de guerre. Ouais. Moi, je dis pas de gros mots, mais allez-y. Et je trouve que là, il y a quelque chose de vertigineux. Certes, c'est pas notre guerre, mais ce sont les Américains qui sont venus en Irak pour apporter la démocratie, qui ont ouvert les portes de l'enfer et qui ont fait que l'Irak, depuis 20 ans, vit de tragédie en tragédie. Non pas que c'était le paradis sous Saddam Hussein, mais dans cette autre phase après 2003, donc les 20 dernières années, il y a une situation absolument catastrophique dans laquelle il y a eu l'émergence de Daesh, cette guerre incroyable, et tout ça n'est pas terminé. On a l'influence maintenant des milices pro-iraniennes, on est pris dans ce maelstrom régional, etc. Et dire ça n'est pas votre putain de guerre, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai que la reprise de Mossoul, elle a été d'abord l'œuvre des soldats irakiens, mais tout ça est le fruit d'une irruption occidentale dans une situation qui ne nécessitait pas cette intervention de 2003. En tout cas, il y a plusieurs guerres, parce qu'on est 1 an après les attentats terroristes en France aussi, et on se souvient de cette déclaration de guerre au terrorisme faite par le président français. Donc il y a quand même 2 guerres qui se jouent, mais sur un autre territoire aussi. Oui, mais ce qui est fascinant dans ce passage, c'est qu'on voit que les soldats français veulent, dans le film, faire respecter le droit, la justice, donc les valeurs pour lesquelles ils sont formés et pour lesquelles ils se battent, qui se heurtent à une situation locale qui, les soldats irakiens, il s'encombre pas de ça et il veut, lui, des résultats, la revanche, et il a un objectif. Et finalement, la femme, elle se retourne contre qui? Elle se retourne contre les soldats français en leur disant « vous êtes pareils ». Alors que eux, au fond d'eux-mêmes, se disent « mais on n'est pas pareils ». Simplement, on est pris dans une situation qu'on ne peut plus maîtriser. Et je trouve qu'il y a toutes ces contradictions qui apparaissent dans ce petit extrait et qui montrent comment on sort de ces guerres lessivé et moralement défait. Et c'est assez terrifiant, parce qu'il n'y a pas de bonne solution, évidemment, dans ce genre de situation. Si vous vous mettez à la place du chef du commando français, il n'avait pas d'autre option que de laisser l'Irakien faire ce qu'il a fait, qui est totalement un crime de guerre. Un prisonnier qu'on abat de sang-froid sans le juger, c'est un crime de guerre. Donc on peut dire les Français ont couvert un crime de guerre, mais ils n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient tuer l'Irakien pour empêcher. Enfin, on est dans une contradiction totale à 100%, et dans laquelle
on ne peut pas sortir gagnant ou la tête haute. Oui, puis de toute façon, on est aussi à ce moment-là, on n'est pas en France, donc c'est pas les principes et le droit français qui va s'appliquer. Il y a un droit international. Il y a le droit de la guerre, hein, il y a des règles dans la guerre. Oui, et là, c'est un Français qui parle à un Irakien qui vient effectivement, dans une situation de guerre, de gérer ou de régler une situation avec la population civile irakienne. Parce que c'est pas l'homme de Daesh qui est tué dans cette scène, c'est celui qui l'a caché. C'est l'homme qui, sans doute, effectivement menacé, comme le dit le soldat, a caché un émir de Daesh. Lui et sa famille, et peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, parce que la scène d'avant, pardon, on n'a pas pu tout vous montrer, racontait bien comment aussi les populations civiles sont partie prenante, malgré elles, d'un conflit, d'une guerre qui n'est pas forcément la leur. Florence Aubenas, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans cet extrait ? C'est vrai que c'est toujours frappant de voir mis en scène un cas de conscience, c'est-à-dire que c'est sûr que sur le terrain, on va pas dire non, mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est des choses qu'on voit passer. C'est ça qui est de terrible dans la guerre ou dans des situations de conflit et de très grande violence. C'est que les choses se déroulent, j'ose pas dire malgré vous, mais personne va dire non, arrête de faire ça, ramène-le, etc. Les gens le regardent horrifié, ils en pensent certainement pas moins, mais le moment où ça se passe n'est pas le moment où on se pose ces questions. Et c'est bien ce qui fait toutes les situations de très grande violence pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas pour dire non, reviens Hamdani, tu vas pas faire ci. C'est ça qui est terrible dans la guerre, c'est qu'on est pris dans ce cyclone de violence qui vous emporte. La guerre, elle a ça de particulier, c'est qu'elle crée son monde, si vous voulez. Et on le voit dans certains films ou dans certaines séries d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on peut se poser des questions, on peut faire des choses. Après, quand vous êtes là, après la guerre prend son rythme à elle, et elle devient son propre univers dans lequel d'autres règles vont s'appliquer, d'autres logiques, d'autres... on le voit d'ailleurs assez bien dans la série israélienne, d'autres relations personnelles entre un ennemi et un autre. En Ukraine, par exemple, quelqu'un me racontait, donc c'est un combattant qui a fait ses classes au moment de l'armée rouge, donc au moment de l'Empire soviétique. Et donc l'Ukraine est devenue indépendante en 91, mais les personnes un peu plus âgées reprennent les armes aujourd'hui. Et donc il dit, je sais qu'en face, il y a ceux avec qui j'ai fait mon service militaire. Et on est de deux côtés de la tranchée. Et il raconte qu'ils s'appellent. Parce qu'ils étaient restés en contact, parce que avant cette guerre, il n'y avait pas forcément de raison, ou avant 2014, pas forcément de raison de couper les ponts, c'était des vieux copains de régiment. On était du même côté à une époque, et on n'est plus du même côté. Et donc, c'est des relations, là, je lui dis, mais alors, je lui posais justement cette question, qu'est-ce que ça fait ? Il dit, mais je le hais encore plus. Et je lui ai dit, je ne te regarderai plus jamais qu'à travers mon viseur. Et ça, c'est la guerre. Il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas se dire à ce moment-là, il faut que j'arrête, à ce moment-là, non, reviens. Et c'est ça qui fait la particularité des situations violentes, à mon avis. Mais c'est aussi ce qui fait la particularité, peut-être, et la force de toutes ces séries dont on parle, parce que c'est une très bonne série, Cœur Noir. On y apprend quand même plein de choses. Et en vous écoutant, Florent, je me demandais si c'était justement pas ça. La force de ces séries, c'est cette autre temporalité, c'est ce recul qu'elles permettent de prendre. Vous dites la guerre a sa propre logique sur le moment, et on est presque bouche bée face à ça, sidéré. C'est compliqué d'expliquer ce qui est en train de se jouer. Là, justement, Pierre Aski, vous le ressentez, je ne sais pas pourquoi vous regardez peut-être des séries de guerre comme ça, mais est-ce que vous ne retrouvez pas cette prise de recul qui permet de mettre des mots sur des contradictions, même dans les comportements ? À qui s'adressent ces séries ? Elles s'adressent à nous qui ne vivons pas la guerre. Donc, comme disait Florence, nous, on est un pays en paix qui va faire la guerre ailleurs. Donc, on nous montre des situations qui sont faites... Et c'est là que c'est intéressant aussi, et que ça doit nous questionner, et que ces séries nous envoient des questions subliminales. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un exposé qui nous pose des questions, mais les questions, on peut pas s'empêcher de se les poser. Elles nous posent des questions parce que c'est en notre nom qu'ils sont là-bas. C'est avec nos impôts qui sont là-bas, si je peux être plus terre à terre. Et donc, ce qui est fait en notre nom à l'autre bout du monde par des soldats français doit
nous interpeller sur aussi le degré de contrôle qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on n'a plus, je ne sais pas, sur cette part d'intervention publique. Donc les séries nous rendent des comptes ? Les séries nous obligent à nous poser ces questions, puisque on ne verra jamais une scène comme ça dans les actualités, dans les news. Les caméras de télévision ne sont pas là au moment où on exécute un prisonnier et où les commandos français s'engueulent pour savoir s'il faut l'empêcher ou pas. Ça ne se voit pas dans les informations. Là, évidemment, c'est une fiction, donc on peut nous reconstituer des moments de ce type qui nous posent des questions et qui nous renvoient un miroir qu'on n'a pas envie de voir. Et la deuxième chose, évidemment, ça s'adresse à nous qui ne connaissons pas nécessairement le contexte dans lequel ça se passe. On nous dit on va en Irak combattre les terroristes parce qu'ils ont attaqué Charlie Hebdo ou ils ont attaqué le Bataclan. Mais là, on voit la complexité des situations sur le terrain, avec une famille qui cache un type de Daesh mais qui n'est pas forcément Daesh, et qui voilà, les liens familiaux, la peur, la menace, la mort, la misère de toutes ces situations. Et là encore, nous, on est le spectateur cible, c'est-à-dire celui qui a finalement donné le go pour envoyer des troupes ou qui est censé l'avoir fait. Il y a, juste, si je peux me permettre, les seules séries qui montrent, c'est très, très marrant de voir ça, en France, quelles séries montrent une population locale vue à travers ces yeux-là qui parle de la guerre? C'est mon village... comment il s'appelle? Village français. Village français. Voilà, parce que c'est une guerre en France, alors là, on peut très bien s'identifier à la population. On ne propose pas aux téléspectateurs français de s'identifier à la population malienne, irakienne, afghane, ou peu importe. Donc, ça aussi, alors je peux comprendre, mais il y a quelque chose d'un peu gênant quand même là-dedans. Donc, la seule fois où on vous dit les civils, c'est vous, c'est quand c'est vraiment vous. Et donc, et l'autre chose que je vais dire, c'est pourquoi les armées, les états-majors d'armées, américains, français aujourd'hui, aident à faire ces séries. C'est-à-dire que là, l'armée française a aidé, elle a prêté des uniformes, elle a fait des stages, elle a permis aux comédiens de faire des stages, elle a ouvert beaucoup plus qu'elle ne pouvait le faire à une époque. Donc, elle fait ça aussi parce que intégrer la critique permet aussi de faire passer les choses. C'est-à-dire que je pense que c'est pas très angélique non plus, et c'est pas pour le plaisir que le téléspectateur se pose des questions. C'est que nous aussi on s'en pose, et donc, mais c'est quand même pas si mal. Enfin, je trouve que c'est plus tordu que ça n'en a l'air. Enfin, c'est la subtilité du soft power. C'est la subtilité du soft power qui est capable de s'autocritiquer. Oui, mais les séries seraient d'une certaine façon la continuation de la guerre, pour paraphraser Clausewitz, la continuation de la guerre sous une autre, avec d'autres méthodes. Et donc, il y a aussi un message qui est pas simplement de dire, alors on n'a pas tout bien fait, mais... Finalement, tu es d'accord avec les manifestants de tout à l'heure? Non, mais je trouve intéressant de décrypter ça aussi. Ah, c'est facile, hein. Voyez mon... Il y a deux guerres qui se jouent à ce moment-là aussi dans cette série, on le voit bien, et ce qui est intéressant, c'est au fond quelle serait la légitimité des scénaristes français pour aller raconter la guerre des autres. En fait, ils essayent de raconter nos guerres, et c'est quand même aussi, malgré ce que dit la personne dans l'extrait, c'est aussi ce que les Français considèrent comme étant leur guerre qui est en train de se jouer. Alors que l'autre guerre, la vraie, celle qui se joue au même moment à Mossoul, l'offensive contre Daesh pour récupérer Mossoul, cette bataille qui a été terrible, elle reste en permanence hors champ, hein, dans cette série, Pierre, aussi. Oui, tout à fait. Et mais c'est la difficulté de montrer l'ennemi et de montrer la big picture, c'est-à-dire d'installer cette scène précise et cette action que mène ce commando français dans une scène beaucoup plus large qui est celle d'années de lutte contre Daesh, la reprise du territoire et cette action
que les Irakiens ont menée, qui a été une bataille très très difficile. Hein. La reprise de Mossoul, qui est une ville, c'est une capitale régionale, c'est une ville énorme dans laquelle Daesh avait préparé sa défense. Et donc, mais ça, on le voit pas. Effectivement, on le voit un petit peu à travers les déconvenus qu'ont les commandos français d'ailleurs dans leur tentative de récupérer la fille. Qui ne combattent pas. Enfin, oui. qui sont des commandos qui n'ont pas. Oui, qui n'ont pas. qui combattent pas. Qui ne sont pas des belligérants. D'ailleurs, officiellement, il n'y avait pas de troupes françaises dans cette opération. Ils y étaient pour une mission très très précise qui était liée à des ressortissants français. Donc on est effectivement dans une guerre dans la guerre, donc on vous montre pas le reste de la guerre. Voilà, c'est aussi autour du renseignement et finalement mettre en scène le renseignement, mettre en scène l'invisible, le secret, l'information, c'est pas non plus évident et c'est une part importante des guerres d'aujourd'hui. Et il y a dans cette série, par rapport à Sentinelle, une part d'action qui est beaucoup plus forte. Hein. C'est une série adrénaline plus. On va écouter maintenant un extrait d'une 4e série qui est No Man's Land, parce qu'on a regardé un peu les guerres des autres, celles où on intervenait jusqu'ici. On va s'arrêter avec 2 séries, Fauda que vous avez évoqué tout à l'heure et No Man's Land maintenant sur des guerres locales et des guerres de territoire. Ça c'est intéressant. On terminera avec l'Ukraine. Peut-être ensemble, Florence a imaginé, scénarisé ce que pourrait être le récit de cette guerre aujourd'hui. Non, on commence par Fauda. Je me suis trompée, pardon. On commence par Fauda, si vous voulez bien. Fauda, c'est une série qui met en scène une équipe des forces spéciales de l'armée israélienne qui est infiltrée dans la population arabe. C'est une série Netflix. Toutes les saisons sont visibles si vous êtes abonné à cette plateforme actuellement. Et c'est une série israélienne. On regarde un extrait de Fauda. RPG! مين؟ هذا المقدسي. هنا علاقة مع حماس، فتش عليك. ده أصلا درون. مثال أو قطع بشلم. جو يجي الجملة اللي دي مشلم. صغير لك من المفتاح خلاص. بتهمني ويثبتك وطلعك من البلاد. راح تولع حرب. أخوك بده انتقام؟ راح ياخذ انتقام. Extrait de Fauda. Fauda, c'est une série israélienne qui nous parle du conflit israélien et qui nous le montre. Qu'est-ce qui vous marque, vous, Pierre, dans cet extrait? Il y a plein de choses à dire sur cette série. On pourrait y passer 2 heures, rassurez-vous. D'abord, à la différence des autres séries qu'on a vues précédemment, le scénariste, le réalisateur et Doron, l'acteur principal, ont fait partie de cette unité de l'armée israélienne. Donc ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas suivi un cours de préparation dans un camp militaire pour savoir comment on se comporte avec une arme. Ils l'ont fait et ils l'ont vécu. Ça, c'est la première chose et ça change tout. La deuxième chose, c'est que il y a toute la subtilité de cette situation qui apparaît dans cette série. C'est une unité arabophone de l'armée israélienne. Tous les membres de cette unité sont issus de pays arabes, parlent arabe et peuvent se fondre. Un Israélien de Tel Aviv qui arrive à un café à Naplouse, je suis désolé, il est repéré en exactement 45 secondes. Eux, ils savent demander un café avec l'accent de Naplouse et ils savent se fondre dans la population. Et c'est toute la spécificité de cette guerre souterraine que mène Israël contre des réseaux palestiniens. Et la troisième chose, c'est que ce qu'ils décrivent
c'est encore la réalité aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, ces guerres sont terminées, etc. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 opérations de l'armée israélienne à Naplouse et Jenin, qui sont 2 grandes villes du nord de la Cisjordanie, qui ont mal tourné. Un peu comme on le voit à intervalles réguliers dans la série, à travers les 4 saisons qui sont maintenant disponibles, où vous avez, vous savez, genre la camionnette de nettoyage à sec qui arrive devant une maison, en sortent les commandos qui veulent interpeller le chef du Hamas local, ça tourne mal, tout le monde se met à tirer, la population sort dans la rue, caillasse les Israéliens, il y avait panique à bord et on essaye d'évacuer les forces spéciales sans trop de dégâts. Ça, c'est ce qui s'est passé 3 fois depuis le début de l'année, avec à chaque fois 10, 12 morts, une centaine de blessés, parce que ça tire dans tous les sens et que les civils sont au milieu et que tout ça se passe dans des zones fortement civiles. C'est assez incroyable et on en vient, cette série elle est tellement forte que on en vient à regarder l'actualité en se disant tiens c'est comme dans Fauda alors que c'est quand même l'inverse qui se passe et la dernière chose c'est que cette série contrairement aux autres montre l'ennemi, montre l'adversaire. Et ils le nomment, hein, on l'entendait même encore dans l'extrait. Oui, ils le connaissent par son nom, ils savent qui ils cherchent. Il y a des scènes où ils arrivent dans les maisons, ils connaissent la mère, la femme, etc. Et toute la morale de cette histoire qui est, là encore, on montre des héros et on critique les héros et on prend la distance par rapport aux héros, vu que c'est quand même une série israélienne, c'est que il y a d'un côté la défense des grands principes et ce pourquoi une armée est faite, et de l'autre côté, il y a des guerres personnelles, individuelles. Doron, son père a été tué, et il combat un type dont le père aussi a été tué. Et sans doute que leurs enfants se battront aussi dans 20 ans. Enfin, c'est un peu la logique de ces guerres perpétuelles qui se déroulent de génération en génération. Et Doron, et tous ces membres de cette force spéciale, ils ont une part de guerre personnelle dans leur tripes qui s'ajoute à celle pour laquelle ils ont signé et ils sont dans l'armée. Et cette dimension-là, je trouve qu'elle est importante à comprendre parce qu'on est dans un tout petit confetti de territoire entre Israël et la Palestine. Et les histoires sont totalement imbriquées, sont totalement intermêlées. Si on prend un siècle d'histoire, c'est phénoménal. Une ville comme Hébron, qui est un des lieux de la confrontation les plus forts. Les colons habitent au cœur de la ville palestinienne, donc tout se passe à quelques mètres, les gens se frôlent et se croisent à quelques mètres. Tout ça est une situation qu'on voit bien quand on arrive au café de Naplouse. On est au cœur de la vie palestinienne, on n'est pas sur un champ de bataille. Et ça, cette série, elle a cette contradiction-là, c'est qu'elle est une série israélienne, donc quand même, il y a un point de vue israélien sur cette bataille existentielle qu'ils ont le sentiment de mener avec les Palestiniens. Et en même temps, le côté palestinien n'est pas totalement déshumanisé comme il peut l'être dans les films sur Daesh où on ne voit même pas le visage de l'adversaire. Il y a des hommes, des femmes qui ont leur logique qui est celle de résister à une occupation. Alors on peut ne pas être d'accord avec leur méthode, etc. Il y a aussi des contextes géopolitiques qui sont décrits d'une manière extraordinaire. Je crois que c'est dans la saison 3, quand il y a l'irruption de l'État islamique, justement de Daesh, dans le contexte palestinien, à travers un enfant du pays qui est parti, qui a rejoint Daesh et qui est revenu. Et tout d'un coup, vous avez cette coalition qui se forme entre le Fatah, donc les gens de Mahmoud Abbas qui sont au pouvoir en Palestine, enfin qui contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, le Hamas qui est le parti islamiste qui contrôle Gaza et qui est très influent en Cisjordanie, et les Israéliens, parce qu'ils ont un intérêt commun tout d'un coup, ces 3 partis qui sont des adversaires, de bloquer l'irruption de Daesh dans leur bataille. Et c'est tellement vrai, tellement proche de ce qui s'est réellement passé et de ce que des logiques
ils ont une logique régionale, locale, qui est celle de se battre pour cette terre qui est disputée, et ils ne veulent pas l'irruption de la guerre des autres, de cet émir, de Daesh, etc. Donc tout ça, cette série, elle est de ce point de vue-là un objet d'analyse et pour moi, extraordinaire. C'est son terrain. Ouais. C'est marrant parce que le journal L'Orient le Jour, donc, qui est le grand quotidien libanais, titrait la série que les Libanais adorent détester. Et c'est vrai qu'il y a, dans le monde arabe, elle est extrêmement regardée, mais détestée. Donc c'est quand même très paradoxal sur... et alors on a demandé aux auteurs de la série, mais voilà, vous êtes critiqués dans le monde arabe, ils ont dit mais que les Palestiniens fassent leur série. Et c'est toujours cet enjeu-là. Je rêverais du point de vue, en fait. Je rêverais de voir une série malienne sur l'opération Barkhane, qui serait certainement très différente. Donc c'est vrai que c'est des points de vue qu'on n'a pas. Et l'autre, donc il y a plusieurs associations palestiniennes qui appellent au boycott de cette série, donc pour ces mêmes raisons. Et il y a cette dimension sur laquelle je reviens en 2 secondes sur ce que disait Pierre, sur le fait qu'elle met en scène des Israéliens, des Juifs israéliens arabophones. Et donc, et jusqu'à présent, enfin, être arabophone en Israël, c'était un tabou absolu. On essayait d'éradiquer la langue arabe. Enfin, le pays n'était pas construit pour être un pays arabophone. D'ailleurs, le bilinguisme a été supprimé en 2018, 17, 18, quelque chose comme ça. Donc, il y avait autour de ça un tabou, c'est-à-dire que être arabophone, c'est déjà être un petit peu de l'autre côté. Donc, il fallait prouver qu'on était bien du bon côté de la barrière, en tout cas du point de vue israélien. Et donc, cette série, elle réhabilite, elle donne quand même une petite fenêtre sur cette population juive arabophone qui, jusqu'à présent, ne faisait pas partie de l'élite, en tout cas, n'était pas représentée, ni valorisée, ni... Et d'ailleurs, dans la série, le héros vient d'un de ces territoires un peu... marginaux, qui sont pas les grandes villes, qui sont un peu dans le désert, j'ose pas dire que c'est quelque chose comme les banlieues, mais il y a quelque chose de ça. C'est tout à fait ça, puisque en fait dans l'histoire, cette immigration qui est venue du monde arabe, que ce soit d'Irak ou du Maroc ou du Yémen, elle a été parquée, parce que c'est vraiment un traumatisme assez fort, dans les villes de développement qui sont souvent celles du désert, dans le Negev en particulier. Et donc il y a à l'intérieur d'Israël il y a quelque chose d'un débat inter-israélien autour de nous aussi on fait la guerre, nous aussi on défend le pays, en fait, qui est très particulier et qui nous échappe. Et alors c'est pour la petite histoire. On racontait que donc d'arabophones dans la population juive israélienne, il y a 2% d'arabophones. Donc l'arabe a été si bien éradiqué qu'ils y sont arrivés, et que donc pour tourner cette série, ils ont dû réapprendre l'arabe aux comédiens. Donc il y a quelque chose qui revient dans la vie par le biais des séries et dont on parlait sur l'interaction entre fiction et réalité. Mais c'est intéressant de ramener aussi à la question de cette discussion entre vous. Comment représente-t-on la guerre? C'est vraiment une guerre pas comme les autres, en tout cas, qui se joue là-bas. Est-ce une guerre entre Israéliens et Palestiniens? Vous parliez de la guerre souterraine, Pierre Aski, menée par les Israéliens contre les Palestiniens. Mais là encore, si c'est une guerre, comment vous dites guerre, c'est très difficile de la mettre en scène ou de la représenter. Il y a eu une centaine de morts depuis le début de l'année. Si c'est pas une guerre, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est effectivement pas une guerre classique au sens où avec un champ de bataille, des lignes de front, etc. Mais c'est une vraie guerre qui se déroule à plein de niveaux successifs. Il y a une partie militaire et qui est en train de revenir, hélas, parce que comme la situation est totalement bloquée, il y a une nouvelle génération de jeunes qui aujourd'hui créent des groupes militaires locaux qui ne sont pas affiliés aux grands partis palestiniens comme le Fatah ou le Hamas, mais qui sont des
petite bande de copains locaux qui ont mis la main sur 3 Kalachnikov et qui se mettent à se lancer dans des actions un peu suicidaires, mais qui sont le reflet d'une situation désespérante et bloquée. Qu'est-ce que les séries apportent de neuf par rapport aux grands films de guerre? J'ai posé cette question pour préparer cet entretien à un showrunner, Éric Rochant, du Bureau des légendes, et il m'a dit 2 choses pour lui: les drones et les femmes. Alors les femmes, on va y venir avec la dernière série dont on va vous montrer un extrait qui est No Man's Land. Les drones, on les voit dans cet extrait, hein, dans Fauda. Oui, c'est toi la spécialiste des drones. J'aimerais bien. Non, mais c'est l'arrivée. Il y en a un d'ailleurs là-haut. Non, mais oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'armement. On peut. Oui, l'arrivée de la technologie aussi. Est-ce que ça change? Ça change terriblement parce que auparavant, on envoyait des hommes traverser les lignes pour espionner. Et là, maintenant, c'est moins dangereux, disons. Mais dans la scène, il y a un étalage de technologie qui est dingue. Incroyable, parce que le poste de commandement est à l'extérieur de la ville, mais ils suivent tout en direct. Quand il part en moto, on le voit, la photo satellite, on arrive à le suivre. Et donc, ils vont donner les instructions à la voiture pour tourner à droite, tourner à gauche, pour essayer de le coincer. Enfin, à un moment, il parle de faire intervenir le drone, mais il dit non, il y a trop de civils. Enfin, on voit bien à quel point la technologie est aujourd'hui au cœur de ces situations, et c'est encore plus le cas en Ukraine aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un côté jeu vidéo qui est impressionnant là. Oui, jeux vidéo, ça nous ramène presque à la première série, Generation Kill, où ces soldats américains, ces Marines, allaient faire la guerre comme ils la font dans un jeu vidéo. La guerre du côté des femmes, la guerre contre Daesh en Syrie, qui se vit du côté des combattantes kurdes, alors que des volontaires de toute nationalité rejoignent les 2 côtés du front. C'est le pitch de cette série française No Man's Land, série française de 2020, conçue par Chabi Molia, avec notamment Félix Moati, qu'on va voir dans cet extrait. Et c'est une série Arte, No Man's Land. Dernier extrait. بدستورته استخواز متهب لمراسينا جنازين حبال شهيد ببن شبار ومتى شهيد ما أم البطن وان أنا بقيرة تفيا بكي وأكيد أنت اشتاي هبال Area. مدارس الانتقام شلون to the funerals. Well, we should all pay our respects. We'll come too. I'm going alone. You know it wasn't your fault, right? You couldn't have stopped it. Yeah, man. War sucks. Doesn't matter. I was in charge. War sucks. This is the best you can come up with? I thought you were supposed to be a novelist. It's catchy. It'll be the title of my new book. War sucks. Hey, Woody. Take a look at the prisoner. Get him water. Maybe he'll talk to you. اتبرشم بقى بقى هذا اتبرشم 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 S'ensuit une scène où les combattantes kurdes se mettent en place et vont tenter de riposter. C'est des hommes de Daesh qui tirent. Et on voit très très bien dans la suite, notamment de ce passage, cette guerre de territoire qui s'est mise en place entre les deux. C'est un carrefour, une route, un bout de village qu'il faut essayer de conquérir ou ne pas perdre. Et c'est ce qui se joue dans cette guerre de position entre les deux. Alors voilà, on va parler de la question peut-être des femmes après cet extrait, notamment des combattantes, mais et on voyait déjà dans Sentinelle, le lieutenant était une femme, la journaliste était une femme, maintenant les combattantes sont des femmes, donc il y a une vraie mobilisation des femmes dans la guerre, mais juste sur cette phrase culte, la guerre c'est nul. C'est intéressant, c'est vrai que la guerre c'est nul, et en même temps, pourquoi on adore autant la regarder à la télé, sur grand écran? Pourquoi on aime autant les séries qui nous parlent de guerre? Alors, je ne sais pas si c'est une curiosité partagée. En tout cas, moi, je trouve qu'une série comme celle-ci, elle nous fait rentrer dans un petit bout de territoire de la planète où il y a une complexité géopolitique, humaine, sociologique, historique, absolument extraordinaire. Et là, vous avez un petit résumé, mais vous avez... donc on est dans le nord-est de la Syrie. Daesh est confronté
aux Kurdes qui sont soutenus par le PKK turc. Quand elle s'appelle Camarade, c'est parce que c'est un parti marxiste-léniniste très discipliné. On le voit d'ailleurs, la discipline, les rapports hiérarchiques entre les deux femmes, etc. Il y a des combattants internationaux qui adhèrent aux deux causes, puisqu'on a des Occidentaux qui viennent se battre avec ces femmes par engagement, à la fois parce que ce sont des femmes et parce qu'ils luttent contre Daesh. Et puis vous avez de l'autre côté des djihadistes occidentaux qui ont rejoint Daesh et qui se battent contre ces femmes. On les verra à un autre moment dans la série. Et donc vous avez ce microcosme de guerre, mais aussi de légitimité historique, de tracer des frontières. La ligne Sykes-Picot qui a été tracée sur un bout de table en 1916 par un Britannique et un Français, et qui définit, et là c'est la première chose que Daesh a fait quand ils ont réussi à contrôler leur territoire, ils ont proclamé Sykes-Picot, c'est fini. Donc on vit dans des temporalités qui sont très longues et avec des héritages de plein de couches historiques qui s'entremêlent. Et je trouve que les séries, c'est en ça qu'elles sont fascinantes, c'est qu'elles nous font rentrer par le petit bout de la lorgnette dans des microcosmes de complexité humaine, politique, géopolitique. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore regarder dans ces séries, et je consomme, moi, toutes les... ça vous surprendra pas, mais je regarde toutes les séries à connotation géopolitique. Donc des séries australiennes, indiennes, libanaises, croates, il y en a plein en fait, et ça c'est merci Netflix quand même, d'avoir permis de montrer ces séries produites localement, parce que ce qui est nouveau quand même par rapport à la période précédente et à celle du cinéma, c'est que ça n'est pas Hollywood qui nous montre la situation à l'autre bout du monde, ce sont souvent, pas toujours le cas, mais c'est souvent des productions locales, donc avec des gens qui ont un regard sur leur propre société, leurs propres engagements et leurs propres contradictions souvent. Florence ? C'était pas le cas de séries qu'on a vues, mais enfin, peut-être en général. Là. Non, mais je parle des séries géopolitiques de manière plus large. Je parlais je sais pas, des séries comme Secret City, par exemple, une série australienne qui montre les rapports entre la Chine et l'Australie, qui est un gros enjeu. Et quand vous êtes en Australie, vous vous rendez compte à quel point c'est un gros enjeu. Bon, c'est une série australienne qui parle de l'Australie et dans un contexte géopolitique plus large, où la série norvégienne, dont le nom m'échappe tout d'un coup, non, pas Borgen, ça c'est danois. Occupied, qui a été faite avant la guerre d'Ukraine, où vous avez tout l'enjeu énergétique, de l'approvisionnement gazier et pétrolier de l'Europe, qui est à travers une guerre avec la Russie. Voilà, ces séries-là, elles sont produites par des gens dont c'est la préoccupation. Nous, on s'en foutait de l'approvisionnement gazier de l'Europe il y a encore 2 ans. Quand on est norvégien, on ne s'en fout pas. Mais cette question des femmes, pardon, elle est intéressante aussi sur les nouveautés. Ah, pardon. Lui, ça l'avait... Ouais. S'en fout, en fait. Non, mais c'est pas... Bon. Oui, non, mais c'est pareil pour l'information finalement. Les grands films de cinéma qui racontent des histoires de presse, de médias, mettaient toujours en scène des hommes. Maintenant, c'est aussi, on le voit à travers les séries, à travers le cinéma, l'information comme la guerre, au XXIe siècle, à l'écran en tout cas, n'est plus simplement l'affaire des hommes. Elle se fait aussi, et elle est racontée comme telle, elle est représentée comme telle. Probablement que c'est un peu vrai aussi. C'est vrai que les Kurdes, enfin, c'est le bataillon des femmes kurdes est quelque chose de très particulier et depuis très longtemps. Donc c'est vrai que c'est une spécificité, en tout cas des Kurdes, ouais, d'avoir des bataillons de femmes, d'avoir des... donc ça c'est assez particulier et c'est depuis très longtemps. Donc on ne peut pas dire que ce soit conjoncturel, c'est quelque chose qui était revendiqué, qui était fait comme ça et qui est très fort. Non, et on voit qu'elles ne sont pas tendres entre elles, on voit qu'il y a une hiérarchie qui existe. En fait, finalement, les femmes ne font pas la guerre différemment des hommes. Ah, ça c'est vous qui le dites.
Ah oui, non. Je suis pas, non. Les femmes font-elles la guerre différemment des autres? Oui, oui, je pense des questions. Non, mais là, il y a un très bon livre, pardon de le dire comme ça, mais il y a ce livre excellent du prix Nobel, alors j'écorche son nom à chaque fois, de Svetlana Alexievitch, qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». Et elle raconte justement des expériences de femmes en guerre. Et effectivement, ça n'a rien à voir, enfin, les récits sont tout à fait autres, etc. Et là, je me permets de faire une petite ouverture sur l'Ukraine, où des femmes souhaitaient s'engager dans l'armée depuis 2014, donc depuis l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass. Et donc, elles ont voulu rejoindre la ligne de front, les combattants. Et l'organisation de l'armée ukrainienne héritée de l'Empire soviétique interdisait aux femmes, par exemple, d'être au front, d'avoir des commandements, de conduire certains véhicules, etc. Alors, elles le faisaient, mais l'étiquette qu'elles avaient était cuisinière, couturière, dans l'armée bien sûr, mais en fait elles étaient au front, combattaient au front, etc. Et donc ce qui voulait dire que lorsqu'elles étaient blessées ou lorsqu'elles avaient des problèmes particuliers, etc., elles n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes. Ah bah, vous étiez cuisinière, vous n'êtes pas vétéran, vous étiez cuisinière dans l'armée, ça compte pas. Et donc il y a eu tout un mouvement extraordinaire qui s'appelle le bataillon invisible, qui est le bataillon des femmes en Ukraine, qui a revendiqué les mêmes droits que les hommes. Et donc depuis par exemple 2018, elles ont le droit de faire l'école de guerre, donc d'avoir des postes hiérarchiques. Et ce qui est assez particulier aussi, donc il y a cette apparition des femmes dans la guerre avec les mêmes droits, affreusement, mais en tout cas comme ça, donc d'avoir les mêmes statuts sociaux, enfin les mêmes soins après. Elles n'avaient pas le droit d'aller dans les hôpitaux militaires par exemple. Donc elles ont fait cette guerre en même temps que l'autre guerre, ce que je trouve assez beau. Donc elles avaient ce double front d'une certaine façon. Et là, il y a le bataillon invisible, c'est comme les séries, il y a le bataillon invisible 1, 2, 3, etc. Et le 3 est sur les harcèlements dans l'armée, sur les femmes ukrainiennes dans l'armée ukrainienne. Donc ça va assez loin et c'est extrêmement intéressant sur comment combattre dans sa propre armée en pleine guerre. Et du coup, c'est ce que je reprocherais aux deux extraits qu'on a vus, mais j'ai effectivement pas vu en entier, c'est que elles sont interchangeables avec des hommes, comme on les a vus là. Or ce bataillon invisible, ces séries réelles, bataillons invisibles, donc qui sont avec des vraies combattantes, etc., racontent que justement c'est pas pareil. On a commencé à parler de la guerre des autres, de guerre invisible, de guerre plus difficile peut-être à mettre en scène parce que des non-guerres ou une absence de guerre. Et là, on termine avec No Man's Land sur réellement cette guerre de territoire qui me fait penser à ce que vous disiez à propos de l'Ukraine, c'est-à-dire ces nouvelles guerres, ces guerres contemporaines, comment on les raconte, celles qui se jouent encore actuellement et comment on va les raconter à l'avenir. Vous avez raconté, vous, Florence Aubenas, comme journaliste, que vous avez dû ressortir des vieux mots de votre dictionnaire, tranchée, boue, résistance, enfin vraiment des mots qu'on ne pensait plus utiliser au XXIe siècle. Et pourtant, c'est aussi à ça que ressemble la guerre d'Ukraine, mais pas seulement. Elle a aussi des ingrédients des guerres modernes, avec le cyber notamment. Comment vous la représenteriez en images, cette guerre d'Ukraine, si cette série n'a pas encore été faite? À quoi elle pourrait ressembler? Ce qu'il y a de très particulier et qu'on voit dans ces séries, c'est qu'il y a la guerre, la bataille, les armes, etc. Mais il y a aussi, et on l'a vu à travers toutes ces séries-là, la guerre des récits. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte? Quel est le récit qu'on raconte sur cette guerre? Qu'est-ce que raconte l'une et l'autre partie? Et là, dans la guerre en Ukraine, c'est très très présent. Être les premiers à raconter cet empressement, cette urgence qu'ont les Ukrainiens à lancer des procès de crimes de guerre en disant « mais c'est eux qui sont les agresseurs », etc. C'est donc des récits concurrentiels évidemment, mais qui va être le premier à imposer et à mettre en place son récit? Alors
alors je ne les mets pas en parallèle, hein, je pense que qu'il y a des agresseurs, enfin en tout cas en Ukraine, il y a un agresseur et un agressé, donc les récits ne sont pas symétriques, hein, pas du tout. Mais en tout cas, il y a cette concurrence-là. Et donc les séries racontent ça par définition. La guerre en Ukraine, ce qu'elle a aujourd'hui de très particulier, c'est que si on devait en faire des images, c'est des images qu'on a vues dans des films sur la guerre de... Je ne crois pas qu'il y ait des séries sur la guerre de 14, en tout cas dans des films sur la guerre de 14. C'est-à-dire, c'est des tranchées, c'est de la boue, c'est des gens qui tombent, il y avait cette discussion sur comment on fait sortir quelqu'un d'une tranchée alors que la première ligne va forcément être fauchée. Donc qu'est-ce qu'on dit à un soldat qui est la première ligne? Donc il y a toutes ces choses qui sont, alors là c'est la guerre, ça n'est plus la guerre chirurgicale, ça n'est plus la guerre dont on ne voit pas l'ennemi, etc. C'est vraiment la guerre conventionnelle dans ce qu'elle a de plus terrible. Mais la guerre, c'est aussi l'exode d'une jeunesse, c'est aussi... Ils appellent ça la machine à viande aujourd'hui, donc c'est terrible, enfin, c'est vraiment ça, c'est des armées broyées l'une contre l'autre. Ce qui est frappant quand on vient de voir ces séries et qu'on parle de l'Ukraine, c'est que quand la guerre d'Ukraine a commencé, on s'est tous exclamé « le retour de la guerre ». Et quand on voit les séries, on voit bien que la guerre ne s'est jamais arrêtée. C'était le retour de la guerre chez nous, dans nos esprits, dans nos têtes, dans nos vies, même si on n'est pas sur le front, mais je pense qu'on a tous vécu de manière beaucoup plus intense cette guerre d'Ukraine qui continue que celle qui se déroule à l'autre bout du monde. Et donc il y avait quelque chose de très européocentré dans cette proclamation, le retour de la guerre. Alors que si vous allez voir un Irakien, vous lui dites il y a le retour de la guerre, il va vous dire ah bon, elle était partie. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez frappant. Et la deuxième chose, c'est effectivement, je parlais tout à l'heure du film À l'Ouest rien de nouveau. À l'Ouest rien de nouveau raconte le Donbass d'aujourd'hui. Et c'est à l'Est rien de nouveau. Oui, à l'Est rien de nouveau. Et il y a un dessin magnifique de Chapat, qui est un dessinateur suisse, qui est dans un recueil, je fais une page de pub, de Cartooning for Peace sur l'Ukraine, et qui montre une tranchée. Il y a un officier et un soldat qui regardent avec ses jumelles, et l'officier demande alors tu vois quelque chose, et l'autre répond le passé. Et c'est vraiment ça la guerre d'Ukraine aujourd'hui, c'est cette irruption du passé avec les méthodes et la technologie du XXIe siècle. Et sur la guerre des récits, ce qu'évoquait Florence Aubenas, pour terminer là-dessus. Oui, mais je pense que c'est effectivement... cette guerre des récits, elle a un enjeu énorme, qui est la conquête des opinions publiques du reste du monde. Parce qu'on est dans un monde différent, justement, de celui de 14-18 ou même des années 2000 de ces séries. C'est que... il y a plus de blocs dans le monde, où il y a plus on n'est pas exactement revenu à la période de la guerre froide, et on a un reste du monde qui regarde avec beaucoup de distance et beaucoup de scepticisme, voire de cynisme, cette guerre en Europe, justement. Et une partie de cette guerre des récits vise à convaincre les opinions publiques d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie que ce qui se joue sur ce terrain-là. Et on a beaucoup de mal, on le sent bien, nous occidentaux, on a beaucoup de mal à faire passer l'idée que dans cette guerre d'Ukraine, nous défendons des principes, le droit international, la charte de l'ONU, etc. Parce que ce qui nous revient de ces pays, c'est de dire oui, mais en 2003, quand Bush a envahi l'Irak, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez dit? Même si nous, Français, n'y étions pas. Mais il y a ce côté deux poids, deux mesures qui nous est renvoyé en permanence et qui affaiblit le récit. Et c'est pour ça que cette guerre des récits est importante, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire oui, effectivement, tout se vaut et il y a deux poids, deux mesures, et donc on laisse tomber l'Ukraine. On a besoin les Ukrainiens eux-mêmes ont besoin de légitimer leur guerre aux yeux d'un monde qui les regarde hors d'Europe et hors du monde occidental, qui les regarde avec beaucoup
d'indifférence peut-être. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand l'invasion a commencé, donc il y a un peu plus d'1 an, le récit russe visait à dire, voilà, l'Ukraine est aux mains des nazis, nous allons libérer la population ukrainienne qui est nazie, et etc., etc. Et ce qu'il disait aux Ukrainiens eux-mêmes dans les régions occupées, ils rentraient, ils disaient, voilà, on vient vous libérer, vous avez un gouvernement nazi, donc etc. Là, le discours a changé maintenant, et exactement pour ce que dit Pierre, c'est-à-dire que le Kremlin s'est rendu compte à qui s'adressait leur discours, à qui parlait libérer l'Ukraine des nazis. À l'Ukraine, sans doute pas, mais oui, peut-être aux Russes qu'ils envoyaient combattre, et encore, j'en suis même pas persuadée. Et maintenant, ce qui est dit aux populations ukrainiennes elles-mêmes, ce que disent les occupants russes, c'est « notre guerre est une guerre contre l'OTAN ». Et ça, c'est le discours international. C'est-à-dire ça parle en Afrique, ça parle dans tous les pays qui ont eu à subir l'Occident. L'Occident et le post-colonial et tout ce qu'on appelle de cette manière-là. Et donc il leur dit, nous sommes là pour nous défendre contre l'OTAN et vous en faites partie. Et le nouveau discours est celui-là. Dans la guerre des récits, on vient de franchir un pas. Voilà, guerre des récits tout court, les séries y contribuent, en tout cas, et vous parliez de soft power, mais à cette fabrique du récit qui est essentielle aujourd'hui, et d'un point de vue géopolitique, mais pas seulement. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Vous êtes patiemment restés. Je crois qu'on peut, je ne sais pas en termes de pendule, pardon, tout simplement, et jusqu'à quelle heure le théâtre peut nous accueillir. On peut tenter ? Et puis quelqu'un me dira si on s'arrête. Alors, il y a un micro qui va se balader dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence qui a été très intéressante. Ma question se pose plutôt à vous, Florence, par rapport à votre expérience. J'avais une sorte de triple question qui se recoupe avec quels seraient pour vous des éléments qui manqueraient justement dans la représentation des séries par rapport à votre expérience sur le terrain, et de vous dire bah oui, ça représente, mais quelque part pour approcher une certaine réalité, vous aimeriez bien voir ces éléments-là. La deuxième, c'était de se poser la question dans la représentation des guerres, de la représentation des images et de la violence de la guerre, parce que pour pas aseptiser non plus le propos, mais dans quelle mesure. Et la dernière partie, c'était de se dire, par rapport au récit qu'on veut faire, vous en proposez un dans l'actualité à travers le monde. Est-ce que quand on prend un regard dans un livre ou dans une série, est-ce qu'il n'y a pas un recul à attendre, quelques temps à attendre pour avoir ce double discours, d'un côté la réalité et le quotidien du terrain, et de l'autre côté la prise de recul dont on avait parlé pendant cette séance? Moi, la série que je rêverais de voir faire en France, puisque c'est là qu'on est, c'est une série sur la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que ce qui est toujours intéressant dans les pays, c'est les angles morts. Et c'est un angle mort effrayant en France et dans notre pays. Et donc cette série-là, quand l'armée française, et je le comprends, dit voilà, on a des cas de conscience, fallait-il laisser exécuter ce prisonnier, etc. Ok, la guerre d'Algérie, là, on est dans une autre dimension, et je pense que c'est là quelque chose qui serait important à traiter et important à raconter si on veut faire des récits nationaux. Donc c'est la première des choses. Ce serait plus des thèmes que des façons de représenter, parce qu'après, je pense que chaque réalisateur doit aussi avoir son regard sur la guerre et sa façon de le représenter. Par exemple, c'est vrai qu'Apocalypse Now est un film extraordinaire sur la guerre, même si moi, c'est pas comme ça que j'en parlerai, mais c'est intéressant de voir des regards différents sur la manière de le faire. Donc c'est... Et sur je ne sais pas comment on pourrait réellement représenter ce qu'est la guerre en fonction de qui, de quoi. C'est vrai que moi, ce qui me manque toujours un peu, c'est la guerre vue du côté des civils. Je trouve que c'est malheureusement trop souvent, alors dans le jargon journalistique, on dit boum boum pour dire les représentations des combats et la guerre traitée comme l'avancée d'une armée, les munitions utilisées, etc. Et pour moi, les séries sont un peu trop boum boum. Elles manquent de
voilà, de ce qu'est la guerre en Irak, même fait par des Irakiens, ce serait génial, ou par d'autres. Qu'est-ce que c'était la guerre dans une famille irakienne où il n'y a pas forcément un combattant ou un... Donc moi, c'est plutôt ces images-là qui me manqueraient. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la salle hier, il y avait en projection, en sélection qui a été projetée donc hier, Red Skies. Pardon. C'est un mot allemand, c'est pour ça. Ja. Red Skies, pardon, qui est une série donc sur au moment de l'intifada, de la deuxième intifada. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des équipes partagées. C'est aussi pour ça que je voulais le souligner, entre une équipe avec des Palestiniens, avec des Israéliens, et je crois qu'il y a des Français aussi parmi le pool de scénaristes. Vous le disiez sur la guerre d'Algérie, ce que vous attendriez, si je comprends bien, c'est aussi une série où peut-être les deux récits peuvent être croisés, et donc on peut rêver d'une série, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent sur le sujet en ce moment, 60 ans après l'indépendance, mais qui mettent en accord ou en confrontation ces deux points de vue. Je ne sais pas qui a le micro, monsieur, est-ce que vous l'avez gardé? Non, voilà, il y a monsieur qui souhaiterait poser une question. Merci. Oui, merci. Merci. Donc, bon, dans le fil de la question qui vient d'être posée et de la réponse que Florence Aubenas lui a donnée, je voudrais dire, et je ne jouerai pas au jeu assez malsain d'opposer le cinéma et les séries. Il y a des bons films et des très mauvais films, et il y a des très bonnes séries et des très mauvaises séries. Mais je pense qu'une question qui pourrait se déplier derrière la question sur laquelle vous nous avez réunis, peut-on représenter la guerre en série, c'est la question, peut-on penser la guerre? Penser la guerre, je parle du point de vue du cinéma, parce que je travaille là-dessus. Le cinéma nous a offert toute une série de films qui sont des lieux de pensée de la guerre. Je vais juste donner un titre pour que les gens se représentent à quoi je pense. 1990, Manuel de Oliveira, Non ou la vaine gloire de commander. La guerre du Portugal contre la libération coloniale, 61-74, pensée en 1990 à travers une fresque de toutes les guerres que le Portugal a menées, dans lequel Oliveira dit, mais finalement, le Portugal, ce pays, est au meilleur de lui-même quand il est dans le don aux autres, et jamais quand il est dans la prédation. Alors, voilà, vous avez une question, s'il vous plaît. Mais une intervention, toutefois, oui. Si vous me permettez, à propos de l'intervention activiste qui a eu lieu tout à l'heure, mais je vais le dire positivement. Je pense que nous, en France aujourd'hui, avons tout à gagner à un débat le plus tranquille possible, qui essaie de nous faire concilier la reconnaissance qu'on donne aux droits du peuple dans l'arc des mobilisations qui va des Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, à demander du respect pour la vie des gens, et une prise de position sur la guerre en Ukraine qui partent de ce que les Ukrainiens et les Ukrainiennes nous apprennent dans leur résistance, du même point de vue, du respect qu'ils demandent pour la vie des gens. Je veux dire que, moi là, je distribue un texte que j'ai écrit avec des amis dans le mouvement des retraites qui s'appelle « Nous, les retraites et les Ukrainiens ». Et juste pour dire que nous avons en France des pièges très particuliers avec un pacifisme qui peut nous faire dire « vive la guerre des classes » et non à la guerre. Bon, ça ne s'oppose pas comme ça. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, j'aimerais qu'on trouve les conditions dans ce pays, en France, pour ne pas opposer la sale guerre qui prend de l'argent qui ne va pas au peuple. Bon, on voit dans les manifs de retraite, non à la guerre, pas d'argent pour la guerre. Et puis, voilà, concilier la bataille ici pour des droits des gens. On vous a bien entendu, et vous avez raison, pour soutenir le peuple ukrainien. Et vous avez raison, ça ne s'oppose pas. Si je peux me permettre, de la même manière qu'on ne peut pas réduire la culture, le cinéma, les séries et toutes les autres formes de culture à un simple divertissement. Je pense que c'est ce qui a été rappelé durant cette heure et demie de discussion avec vous tous, et la parole a été donnée largement à cette mobilisation de manière imprévue, mais c'était important de les entendre aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que dans quelques minutes, on va devoir rendre la place pour mademoiselle en rouge. Je ne sais pas où est le micro. Là. Bonjour à vous. Déjà, merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport à la scène de Sentinelle qui m'a assez interpellée sur le fait qu'on voit la journaliste un peu enfermée avec tous ces militaires.
Et je voulais savoir par rapport à la représentation de la guerre, est-ce qu'on peut vraiment être objectif en la racontant quand on sait que l'armée, en fait, elle nous montre ce qu'elle a envie qu'on voit? Est-ce que du coup, même que ça soit dans le journalisme ou en série, est-ce qu'on peut vraiment raconter la guerre si notre point de vue est un peu biaisé? Alors, je pense que, en tout cas, mon point de vue là-dessus, donc je vous l'ai dit, moi j'évite de le faire pour d'autres raisons. Je pense que bien sûr, ça peut être une chance que de passer un mois avec les militaires français ici ou là, ou les militaires américains, ou Dieu sait quelle nationalité. Mais ce qui est très important, c'est savoir, quand on est avec eux, on ne montre pas la guerre, on montre l'armée française en opération. Mais ça n'est pas la guerre, c'est un point de vue très fermé, très petit, et celui effectivement qu'on veut vous montrer. L'intérêt de rester le plus longtemps possible, et qu'à partir d'un certain moment, vous faites partie des meubles et on prend moins de gants pour vous cacher ce qu'on veut vous cacher, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas sous les yeux une situation. Vous avez la situation de l'armée française, et encore de 10 bonhommes, 15, 20, ça dépend où vous êtes. Et donc, ce qui est très important à expliquer aux lecteurs, aux téléspectateurs, en tout cas à celui qui va voir votre reportage, ce que vous avez fait, dans quel contexte vous l'avez fait, et ce que vous montrez. C'est ça cette transparence-là qu'il faut absolument avoir. Et c'est sûr que la plupart des confrères ou des consoeurs qui se retrouvent dans cette situation, je ne sais pas comment ça évolue pour la jeune femme, la jeune journaliste de Sentinelle, mais au bout d'un certain moment, ils sont à fond avec l'armée. C'est d'ailleurs pour ça que les armées le font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne dis pas qu'ils adhèrent, mais il y a cette espèce de côté, on est avec eux, on a peur avec eux, on mange avec eux, on est eux, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il est compliqué pour un journaliste de le faire, à moins de l'expliquer très très clairement, et presque d'expliquer. Il faudrait faire un journal de bord et d'expliquer sa propre transformation je dis pas en combattant, mais enfin en sympathisant de combattant d'une certaine façon. Très, très peu y échappent. Hein. On avait un confrère au Monde qui a passé, je crois, 1 mois et demi avec les soldats américains en Irak. Et il est ressorti, mais il parlait couramment américain, il prenait des cornflakes, putain de guerre, enfin c'était la totale, quoi. Mais ça serait intéressant à raconter, c'est-à-dire ça le raconte pour un journaliste, mais ça le raconte aussi pour un soldat, comment on transforme ce qu'on disait au début, un gars ordinaire en un type qui va sortir son flingue, quoi. C'est vraiment le prisme de l'humain, hein, toujours qui est abordé. On l'a bien vu à travers ces extraits. Le mot de la fin avec vous, Pierre Astier. Juste un mot. Il y a eu une évolution historique assez forte de la place du journaliste dans la guerre. La guerre du Vietnam, les journalistes accompagnaient les unités américaines et avaient une liberté totale. C'était pas du tout le côté embedded, et ça a donné le mouvement anti-guerre aux États-Unis. Et c'est la leçon qu'en ont tiré les militaires américains. C'est que donner trop de liberté aux journalistes peut se retourner contre l'action que vous menez. Résultat, en 1991, première guerre du Golfe, les journalistes sont à 3000 km du front et ne sont pas autorisés à approcher. Et vous aviez ce paradoxe, puisque c'était le début des chaînes d'infos continues, qui passaient des heures à vous parler de quelque chose qu'elles ne voyaient pas et sur lequel elles avaient un communiqué de l'état-major. Et ça a été, le pendule était passé complètement de l'autre côté. Aujourd'hui, vous avez des conflits, que ce soit les conflits dont on a parlé dans les séries, ou l'Ukraine aujourd'hui, où les journalistes échappent à ce contrôle-là et prennent leurs risques d'une certaine manière, et certains, et beaucoup, hélas, ils laissent leur peau. Parce que ce risque-là, il est bien réel. Mais vous avez accès aux civils dont parlait Florence tout à l'heure et aux militaires dans certaines conditions. Et donc là, le journaliste a repris un peu de sa part de liberté dans la couverture d'une situation de conflit. Mais ça dépend vraiment des conflits, parce que la Première Guerre mondiale, donc en 14, il n'y a aucun accès au front pour les journalistes français, aucun. C'est-à-dire qu'il y a Albert Londres qui est allé voir brûler la cathédrale de Reims, très courageusement d'ailleurs. À vélo. À vélo, exactement. Mais c'est le seul journaliste, et le front est fermé, je crois, jusqu'en 1917 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment le blackout complet. Il y a 5000, vous imaginez, il y a 5000 communicants, alors ça ne s'appelle pas communicants à l'époque, au ministère de la Guerre, qui sont là en train de fabriquer ce qu'on va raconter, etc. On parlait des récits de guerre. Et c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et c'est là où a commencé à dire
il y a eu cette défiance par rapport à ce que reproduisaient les journalistes. C'est-à-dire que les gars, ils recevaient chez eux, les familles recevaient le bulletin, votre premier fils est mort, votre second aussi, le troisième a une jambe en moins. Et ils disaient dans les journaux, tout va bien, on est en train de gagner. Donc l'expression bourrage de crâne vient de la Première Guerre mondiale et de cette... Et on s'arrêtera là-dessus, Florence, si vous voulez bien. Bourrage de crâne. Bourrage de crâne. C'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup. Ici et ailleurs, c'est le titre du recueil d'articles de Florence Obna qui est paru aux éditions de l'Olivier. Vous pourrez lire notamment ses derniers reportages menés, réalisés en Ukraine. Pierre Aski, son éditeur, attend toujours son livre, donc je ne peux pas vous en annoncer un. En revanche, sachez qu'il y a 2 documentaires qui vont passer sur la chaîne Arte, l'un sur Taïwan, l'autre sur la Corée, à voir tout prochainement si vous le souhaitez, que nos camarades du jour sont à lire pour l'une dans les colonnes du Monde et pour l'autre à écouter sur France Inter et dans l'Obs. Je voulais juste, pardon, avant que vous filiez tous, dire un grand merci aux équipes de Série Mania qui nous ont aidés à préparer cette conférence, et notamment à Pauline Mathieu et à Frédéric Lavigne qui ont choisi, sélectionné, monté, édité ces extraits. Un grand merci à ce théâtre magnifique qui nous accueille aujourd'hui et à vous d'être restés patiemment, sagement. Et merci à Olivia. Merci. Que l'on retrouve sur France Culture à midi. Oui, voilà ça. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous.